Donc on débute avec un petit rappel. On avait passé notre première vidéo à expliciter tous ces concepts. Ceci doit maintenant faire sens, bien que ça reste encore assez flou étant donné qu'on n'a pas encore étudié l'implémentation. Mais patience, on y arrive jeune padawan. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris les choix d'implémentation de RxJS pour concevoir des streams. Dès lors, il ne nous restera plus qu'à énumérer l'ensemble des outils disponibles au sein de la bibliothèque pour manier ces streams. So, here we go! Donc on a pu constater que l'on pouvait wrapper n'importe quelle donnée dans ce concept de stream, car tout peut être considéré comme un stream, n'importe quel type sans exception. En effet, on l'a déjà dit précédemment, les streams vont être basés sur de la programmation fonctionnelle, réactive et orientée objet. Donc c'est des paradigmes qui ont été approuvés et éprouvés depuis des générations, nous permettant de nous concentrer aisément sur notre business logique plutôt que sur les problématiques d'implémentation. Donc dès lors qu'on utilise un stream, on peut traiter n'importe quel type de données. Everything is a stream. Alors, abordons le concept d'Unidirectional Data Flow, donc de flux de données unidirectionnel. En effet, grâce à tous les concepts que l'on a vus précédemment, un stream va pouvoir opérer sur un flux de données unidirectionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc un observable qui équivaut à notre objet subject du pattern observer, qui va prendre donc en entrée des événements, que ce soit de l'Ajax, des événements du DOM ou tout autre type d'événements, et on va pouvoir appliquer une multitude d'opérateurs appelés observable operator sur les données qui sont donc rentrées dans l'observable. Et ensuite, donc en réception, l'observer n'a plus qu'à souscrire qui recevra les données déjà transformées comme on l'aura souhaité. Dès lors, il se forme ce qu'on appelle un pipeline, c'est-à-dire que les données vont de l'observable vers l'observer dans un seul sens et on ne peut pas remonter la chaîne. Globalement, la bonne pratique à adopter, c'est que les side effects, comme on l'a dit, pour faire des applications, on en a malgré tout besoin. Enfin, on va devoir en rencontrer. Parce que sinon, ça serait compliqué de faire des applications modernes sans side effects. Mais on va essayer de les éviter, car comme on l'a dit, c'est la porte ouverte aux bugs et aussi à une complexité, à une dette technique. On va devoir faire en sorte que le pipeline soit vraiment fonctionnel pur. Et donc, les side effects, on va les pousser vers le observer. Donc, il n'y a que dans le observer qu'on sera vraiment autorisé à être en présence de side effects, donc d'effets de bord. Que le consommateur, pas le pipeline. Le pipeline doit rester clair et fonctionnel pur. Ainsi, le pipeline, on va pouvoir le considérer comme si on est dans un écosystème totalement linéaire et synchrone. Donc le pipeline, c'est en fait une série d'opérateurs qui va nous permettre de transformer des données en entrée vers des données en sortie. En clair, ça va être notre business logique. Et les side effects, on se doit de les repousser vers le observer. Donc pousser les side effects aussi vers l'observer va nous permettre d'adopter une programmation donc à style fonctionnel et donc de pouvoir tester notre code RxJS beaucoup plus aisément. On verra le testing dans une prochaine vidéo. Encore une fois, les données transitent dans un seul sens de l'observable vers l'observer. Et ces deux composants étant totalement découplés, on pourra modulariser à souhait notre code. Le pipeline plus précisément va nous permettre d'éditer, de transformer nos data pour qu'ils correspondent aux attentes de l'observer. On obtient ainsi le fameux concept de separation of concerns. Un implicite facteur au travers de tout cela est naturellement le temps. Dans RxJS, on va pouvoir distordre selon notre convenance au travers de ces opérateurs le temps. Le temps est finalement rien de plus qu'une composante comme une autre. Chaque invocation de la méthode subscribe fait plus que de simplement démarrer l'émission d'événements. Il va créer en fait un duplicata du pipeline qui sera indépendant de tous les autres pipelines dans lesquels d'anciens observeurs auront souscrit. Ainsi, les observeurs sont totalement indépendants les uns des autres. Ce comportement est totalement voulu dans le but de minimiser les effets des bords. Donc on l'a dit, en adoptant cette structure, on respecte le principe de separation of concerns. En effet, la business logic sera contenue dans le pipeline et à terme, on réduit la complexité du code en adoptant ce flux unidirectionnel dans notre façon d'implémenter notre solution. Donc repousser les side effects aux observeurs va nous permettre aussi de facilement tester notre business logic où l'on n'aura plus qu'à fournir certaines entrées au stream et tester la sortie. Alors, du coup, on a bien compris qu'il faut séparer. Mais alors, qu'est-ce qui va être dans l'un et qu'est-ce qui va être dans l'autre beaucoup plus concrètement? Donc la responsabilité de l'observable va consister à la réception des événements, à la transformation des données, à l'application de notre logique à nous, donc de notre valeur métier, notre business logique, et à préparer naturellement les données pour le consommateur, l'observer. De l'autre côté, la responsabilité de l'observer, c'est d'interagir avec le DOM, d'écrire en sortie, toutes les sorties en console, les entrées, lecture, écriture, une base de données, donc ça peut être du local storage, ou des fichiers, and so on. Donc passons vraiment plus concrètement à l'API. On va avoir 3 points d'entrée
par observer. Donc un observer est composé de 3 callbacks, pour être plus précis, donc next, error et complete. L'observable va pouvoir être souscrit via la méthode subscribe. Dès lors, un observer est implicitement créé et dispose de ces 3 méthodes. On va voir sur la slide suivante un exemple d'implémentation concret. Donc chaque fonction a une utilité dans la vie de notre observer et donc a fortiori du stream. Faisons un focus sur l'objet subscription. Au moment de la souscription, il y a en retour de la méthode subscribe, il y a un objet subscription qui est retourné. Cet objet va nous permettre d'explicitement libérer la mémoire. En effet, de base, JavaScript dispose d'un garbage collector qui fait du ref counting. En d'autres termes, dès lors qu'une référence n'est plus utilisée, le cycle de vie du garbage collector fera une passe et supprimera la référence dans la mémoire. Et un échec à pouvoir retrouver ces références-là entraîne justement un memory leak, donc une fuite de mémoire. Concernant nos observables, on ne peut parler de memory leak si aucune subscription il y a eu. En effet, l'observable repose sur la lazy evaluation. On en a déjà parlé, c'est un concept fondamental dans la programmation fonctionnelle. Plus concrètement, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'observer, rien n'est exécuté. Néanmoins, une fois donc on souscrit, c'est à nous de définir à quel moment on peut libérer l'observer. Notamment, par exemple, au changement d'une page de la UI. Alors, même si c'est à notre charge, tout ce qui doit être explicitement désalloué est à la charge de l'observable. Il fera la désallocation nécessaire sans risque d'orphelin au sein de la mémoire. Donc, quand on va utiliser des opérateurs de création d'observable, ceci est déjà pris en compte vu que c'est la librairie qu'il fournit. Mais dès qu'on devra faire des custom observable, donc on va y revenir, c'est-à-dire créer des observables à la main, ça sera à nous à prendre en compte, à bien libérer la mémoire quand on crée notre observable. Donc nous, globalement, avec l'objet subscription, on n'a plus qu'à appeler la méthode unsubscribe pour alerter qu'on n'a plus besoin de l'utiliser. Dès lors, naturellement, pour les observables custom, ça sera à nous d'implémenter cette méthode unsubscribe. Donc globalement, ça va être dans le unsubscribe à bien penser à faire un clear de tout ce qui est timeout et interval. Mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas non plus d'autres memory leaks à prendre en compte. Donc ça reste assez simple. Il faut juste y penser. Et donc, plus concrètement, au niveau de l'implémentation, cela se passe comme suit. Globalement, on a notre stream qui a été créé via un opérateur de création de stream. Donc là, je ne l'ai pas mis. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais voilà, imaginez vous avez un stream et donc vous allez pouvoir commencer à appliquer tout un ensemble d'opérateurs comme des intervalles, mapper, filtrer, en prendre seulement 10. Donc tout ça c'est dans le pipeline et à la fin on a notre consommateur qui va souscrire et c'est à ce moment-là, au moment de la souscription, que tout ceci sera effectivement exécuté. Dès lors dans subscribe, soit on utilise juste une simple méthode comme ceci, dans ce cas-là c'est juste la callback de next, ou alors on implémente vraiment les 3 méthodes que l'on a vues précédemment, avec le error et complete en plus. On voit bien que en retour, on réceptionne l'objet subscription. Et un dernier point au niveau sémantique, un stream, pour bien le différencier dans notre code qu'une variable contient un stream, on met $1 à la fin. C'est une convention et ça nous permet directement à un seul coup d'œil, on dit ah, ça c'est un stream. Donc on sait qu'on peut appliquer des opérateurs. Enfin voilà, on sait qu'on a toute la chaîne prototypale de l'objet observable. Vous voyez, dans cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est juste appliquer les préceptes à une API RxJS. Donc on n'a pas encore vu totalement l'implémentation, on y vient juste après, c'est la prochaine vidéo. Là on a juste vu comment rattacher les concepts de paradigme de programmation sur le principe de stream, qui est donc essentiel. Dans les prochaines vidéos, il ne nous restera plus qu'à voir tous les opérateurs et la création d'un observable. Et ainsi on aura bouclé la boucle, on sera à même de manier comme on le souhaite n'importe quel type de données au travers d'un stream. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons aborder les opérateurs. On va définir un peu plus en détail ce que sont les opérateurs. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.